Elle a utilisé mon dossier médical psychiatrique pour me voler ma propriété d'une valeur de 400 000 $. J'ai utilisé ses enregistrements vocaux pour la faire emprisonner. Salut les amis, vous avez une minute? Laissez vos commentaires et abonnez-vous. C'est rapide pour vous, mais c'est vraiment important pour la chaîne. Allez, plongeons-nous dans l'histoire du jour. Quand votre propre mère essaie de vous détruire. Je n'aurais jamais pensé écrire ça, mais il faut que je le dise avant de perdre la tête. Je suis capitaine des pompiers, j'ai 30 ans, et ma propre mère essaie de me faire déclarer mentalement inapte pour me voler ma propriété. Mes mains tremblent en écrivant ces lignes. Permettez-moi de vous expliquer. Je suis pompier depuis 8 ans. J'ai gravi les échelons, de simple recrue à capitaine, plus vite que la plupart. J'ai vu des choses qui briseraient la plupart des gens. J'ai sauvé des enfants d'immeubles en flammes. J'ai pratiqué des réanimations cardio-respiratoires sur des adolescents qui n'ont pas survécu. J'ai vu des collègues blessés en service. Oui, je souffre de stress post-traumatique. Je n'en ai pas honte. Je consulte un thérapeute 2 fois par mois. Je prends des médicaments au besoin et cela n'a jamais affecté mon travail. Mes supérieurs sont au courant, mes collègues le sont aussi, et tout est dûment documenté par le programme de santé mentale du service. Il y a 2 ans, ma grand-mère est décédée et m'a légué sa maison au bord du lac. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais elle est située sur un terrain de 2 hectares en bordure de lac, d'une valeur d'environ 400 000 $ aujourd'hui. La maison elle-même a besoin de travaux, mais le terrain est précieux. Ma mère était furieuse à la lecture du testament. Elle s'attendait à en hériter en tant que fille unique, mais ma grand-mère me l'a légué spécifiquement car, selon ses propres termes, il est le seul à m'avoir jamais rendu visite sans rien vouloir en retour. Ma mère travaille comme sténographe judiciaire au tribunal de notre comté. Elle y travaille depuis 20 ans et connaît tous les juges, tous les avocats, toutes les procédures. Mon jeune frère travaille dans la promotion immobilière et a des difficultés financières depuis son divorce l'année dernière. Ils ont toujours été proches, toujours avec leurs petits manigances et leurs plans auxquels je me tenais à l'écart. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une assignation. Ma mère demande que je sois déclarée incapable mentalement, prétextant que mon syndrome de stress post-traumatique m'empêche de gérer mes affaires. Elle cite des incidents tirés de mes dossiers de thérapie, des dossiers auxquels elle n'aurait jamais dû avoir accès. Elle prétend que je suis un danger pour moi-même, que je ne supporte pas le stress, que mes crises me rendent inapte à posséder des biens ou à prendre des décisions financières. Le pire, c'est qu'elle a déjà obtenu une ordonnance d'urgence temporaire. J'ai été suspendue de mes fonctions de pompier en attendant une évaluation psychologique. Il n'avait pas le choix. C'est la procédure en cas de mise en cause de la capacité juridique. Mon poste de capitaine, tout ce pour quoi j'ai travaillé, ne tient plus qu'à un fil. Elle a déposé une requête auprès d'un juge avec lequel elle travaille depuis 15 ans. Son avocat, une connaissance depuis le lycée. Le psychiatre qui a signé le rapport initial attestant de mon incapacité, ne m'a jamais rencontré. Il s'avère qu'il devait une faveur à l'avocate amie de ma mère. Assise dans mon appartement, je regarde ses papiers et je vois clair dans son jeu. Si elle parvient à me faire déclarer incapable, elle devient ma tutrice légale. Elle prend le contrôle de mes biens, de mes finances, de tout. La maison au bord du lac qu'elle convoite depuis 2 ans lui appartiendrait enfin. Cette trahison me ronge. C'est ma mère, celle qui m'a élevée, avec qui j'ai essayé d'entretenir une relation malgré nos différends. Elle instrumentalisait ma santé mentale, que j'ai tant travaillé à gérer, pour détruire ma vie. J'ai engagé un avocat avec mes économies, mais je suis terrifiée. Elle connaît le système sur le bout des doigts. Elle prépare tout ça depuis on ne sait combien de temps. Mon frère m'appelle sans cesse, feignant l'inquiétude, me demandant si j'ai besoin d'aide, si je veux rester avec lui pendant cette période difficile. Ça me dégoûte. Mon équipe est désemparée. Ce sont des gars qui se jettent avec moi dans les flammes, qui me confient leur vie, et maintenant ils me voient me faire détruire par ma propre famille. Mon lieutenant m'a pris à part hier et m'a dit « Capitaine, nous savons que c'est grave. Nous rédigeons tous des déclarations pour votre avocat concernant votre leadership et votre aptitude mentale. » Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois ma vie s'effondrer, ma carrière, ma réputation, mes biens, tout ce que j'ai construit. Malgré le traumatisme que j'ai vécu, elle s'en sert comme d'une arme contre moi. L'audience d'évaluation de ma capacité mentale est dans 2 semaines. Je dois me soumettre à une évaluation psychiatrique complète.
réalisé par un médecin désigné par le tribunal. Mon avocat dit que nous pouvons contester cela, mais le mal est peut-être déjà fait pour ma carrière. Même si je gagne, comment un capitaine des pompiers peut-il se relever d'une accusation d'inaptitude mentale? Je ne sais pas quoi faire. J'ai affronté des incendies de grande ampleur, mais je ne me suis jamais senti aussi impuissant. Mise à jour 1, 2 semaines plus tard, j'ai du mal à croire ce que je vais vous dire. L'audience d'évaluation de ma capacité mentale devait avoir lieu aujourd'hui, mais elle a été reportée car je porte plainte contre ma mère et mon frère. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que mon frère n'arrêtait pas d'appeler pour me demander si je voulais rester chez lui? Son insistance me mettait mal à l'aise. Appelé ça l'instinct de pompier, mais j'ai appris à me fier à mon intuition quand je sens le danger. J'ai commencé à enregistrer nos conversations. C'est légal dans mon état, du moment qu'une des parties y consent. Ce que j'ai enregistré a tout changé. Lors de notre 3e conversation, mon frère a commencé à s'énerver. Il avait bu et s'est mis à parler de ce qui se passerait une fois que tout serait fini et de la façon dont la maison au bord du lac pourrait être mieux utilisée pour un projet immobilier. Il a mentionné que ma mère lui avait promis un partage à parts égales une fois qu'elle en aurait la gestion. Mais c'est là que ça devient dingue. Il a commencé à parler d'argent de l'assurance. La maison est assurée pour 400 000 $, non? Il a dit, même s'il lui arrivait quelque chose, tu serais prise en charge. Eh bien, maman s'assurerait que tu sois prise en charge une fois qu'elle gérerait tout. J'ai fait l'innocente et je l'ai laissé parler. Il a révélé tout leur plan. Une fois que ma mère aurait pris le contrôle de la propriété en tant que ma tutrice, ils allaient. La maison au bord du lac a brûlé accidentellement. Mon frère avait déjà contacté un entrepreneur pour des projets immobiliers concernant le terrain après l'incendie. Ils allaient toucher l'argent de l'assurance, y construire des appartements de luxe et gagner des millions. Mais il me fallait plus de preuves. Ce soir-là, je suis allée à la maison et j'ai trouvé des indices qui m'ont glacé le sang. Quelqu'un était passé par là. Il y avait des rayures récentes sur la serrure et dans le vide sanitaire sous la maison, j'ai trouvé des bidons d'accélérant cachés derrière le chauffe-eau. Ils étaient déjà en train de préparer quelque chose. J'ai immédiatement appelé mon lieutenant, non pas en tant qu'ami, mais en tant que responsable des pompiers. Il a dépêché l'équipe d'enquêteurs spécialisés dans les incendies criminels le soir même. Ils ont tout documenté, y compris les empreintes digitales relevées sur les bidons. Mon avocat m'a demandé de continuer à enregistrer nos conversations. Ma mère m'a appelé il y a 2 jours, jouant la mère inquiète. « Chérie, je fais ça uniquement parce que je t'aime. Tu as besoin d'aide. Une fois que ce sera fini, on fera en sorte que tu reçoives les meilleurs soins. » J'ai répondu, « Et la maison au bord du lac, maman? Que adviendrait-il de ça? » Son masque se fissura un instant. « Eh bien, évidemment, il faudrait s'en occuper correctement. Vous ne pouvez pas vous préoccuper de vos biens dans votre état. Et s'il lui arrivait quelque chose, que voulez-vous dire? Un incendie, par exemple. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis, très prudemment, elle ajouta, « Eh bien, c'est pour ça qu'on a une assurance, non? Mais ne parlons pas d'hypothèse. Tu dois te concentrer sur ta guérison. » J'ai tout remis à la police et au procureur. Le procureur était initialement sceptique jusqu'à ce qu'il entende les enregistrements et voie les preuves recueillies à la maison du lac. Le fait que ma mère ait accédé illégalement à mon dossier médical grâce à son poste au tribunal constituait un délit en soi. L'audience d'évaluation de ma capacité à comparaître a été reportée sine die. L'ordonnance d'urgence a été levée, et j'ai repris mon service hier. En arrivant au commissariat, toute mon équipe était là, même ceux qui n'étaient pas de service. Ils avaient décoré mon bureau avec une banderole « Bienvenue, capitaine » et remplacé ma tasse à café, que j'avais cassée de rage le jour de ma convocation, par une autre où il était écrit « Trop sain d'esprit pour ces conneries ». Ma mère et mon frère ne sont pas encore au courant de l'enquête criminelle. Ils pensent que le report n'est qu'une formalité administrative. Le procureur souhaite rassembler davantage de preuves avant de procéder à des arrestations. Ils ont obtenu des mandats pour leurs relevés bancaires, leurs relevés téléphoniques et leurs ordinateurs. Mon avocat prépare également un dossier. Poursuite civile pour diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et abus de procédure. Il affirme que leur utilisation malveillante du système judiciaire pour s'approprier des biens constitue un abus de procédure flagrant et pourrait entraîner des dommages et intérêts considérables.
La trahison est encore douloureuse. Ces gens sont censés m'aimer, et ils étaient prêts à détruire ma carrière, ma réputation, et même à commettre un incendie criminel pour me voler. Mais je ne suis pas la victime impuissante qu'ils croyaient. Mon thérapeute m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Ton syndrome de stress post-traumatique ne te rend pas faible. Tu as frôlé la mort et tu as continué. Ta mère a pris ta volonté de demander de l'aide pour une vulnérabilité qu'elle pouvait exploiter. Elle va bientôt comprendre à quel point elle s'est trompée. Je vous tiendrai au courant après les arrestations. Deuxième mise à jour. 1 mois plus tard, les arrestations ont eu lieu hier, et les médias locaux s'en donnent à cœur joie. Ma mère a été arrêtée au palais de justice, devant tous ses collègues. Le procureur a veillé à ce que cela se produise à l'heure du déjeuner, lorsque le bâtiment est le plus fréquenté. Elle est accusée de complot en vue de commettre un crime. Incendie criminel, fraude à l'assurance, falsification d'une évaluation psychiatrique, accès illégal à des dossiers médicaux confidentiels et complot en vue de commettre une fraude par abus de procédure. Mon frère a été arrêté à son agence immobilière. Il est accusé de complot en vue de commettre un incendie criminel, de fraude à l'assurance et d'association de malfaiteurs. La police a également trouvé sur son ordinateur des recherches sur les causes d'incendies accidentels et les procédures d'enquête des compagnies d'assurance. Mais voici ce qui a vraiment scellé leur sort. L'entrepreneur avec qui mon frère discutait de l'aménagement du terrain était en réalité un agent de la police d'État infiltré. Il s'avère que mon frère avait abordé une personne rencontrée dans un bar au sujet d'une opportunité de développement qui allait bientôt se présenter, et cette personne avait eu un mauvais pressentiment et l'avait signalé. La police d'État menait une opération d'infiltration depuis 2 semaines avant même que je ne fournisse mes enregistrements. L'agent a témoigné lors de l'audience de mise en liberté sous caution que mon frère lui avait explicitement dit « Une fois que ma mère aura pris possession du bien, nous aurons environ 6 mois avant l'incendie. Faisons croire que c'est d'origine électrique. Tu sais, vieille maison, câblage défectueux. Mon frère ne saura rien avant qu'il ne soit trop tard. Et à ce moment-là, il ne sera plus en état de contester quoi que ce soit. » Le juge a fixé la caution de ma mère à 500 000 $ et celle de mon frère à 350 000 $. Ils ont tous deux dû remettre leur passeport. Ma mère a été suspendue de ses fonctions de sténographe judiciaire en attendant l'issue de la procédure pénale. La licence immobilière de mon frère a été temporairement suspendue par l'ordre des agents immobiliers. Les pompiers ont été formidables durant toute cette épreuve. Le chef m'a convoqué dans son bureau hier et m'a dit « Capitaine, sachez que le service vous soutient pleinement. Nous avons adressé une lettre de félicitations officielle au conseil municipal pour votre gestion de cette situation. Vous avez mis au jour un complot alors que vous étiez sous une pression personnelle extrême et vous avez agi en toute transparence. Le syndicat a également voté le financement de la sécurité privée supplémentaire à la maison au bord du lac jusqu'à ce que toute cette affaire soit résolue. Ils ont installé des caméras, des détecteurs de mouvement et des serrures plus robustes. Un des gars de l'équipe en mer, qui s'occupe de systèmes de sécurité à son compte, a refusé que je le paie pour l'installation. Le psychiatre qui a signé le faux rapport d'évaluation me déclarant inapte a été signalé à l'ordre des médecins et risque des poursuites pénales pour faux en écriture. Il a déjà engagé un avocat et tente de faire croire que ma mère l'a induit en erreur. Mais le fait qu'il ait signé un rapport pour une patiente qu'il n'avait jamais rencontrée est inadmissible. L'amie avocate de ma mère, qui la représentait, fait l'objet d'une enquête du barreau pour manquement à la déontologie. Elle était au courant du projet de vol de propriété et devait recevoir 50 000 $ d'honoraires de consultation une fois le terrain aménagé. Les marques de fausses inquiétudes de la part de la famille élargie affluent. Des tantes et des oncles qui ne m'ont pas parlé depuis des années sont soudainement choqués et n'auraient jamais imaginé que ma mère soit capable d'une telle chose. Certains ont même eu l'audace de me demander si j'allais vraiment porter plainte contre ma propre mère. Oui, je vais porter plainte contre elle. Ma thérapeute a été un véritable pilier tout au long de cette épreuve. Elle m'a dit « Tu fais preuve d'une force incroyable. Tu ne te laisses pas faire et tu ne laisses pas cette épreuve te briser. Ton syndrome de stress post-traumatique ne te définit pas. Ce sont tes actes qui te définissent, et ils témoignent de courage, d'intelligence et d'intégrité. Le procès pénal ne devrait pas commencer avant plusieurs mois, mais les preuves sont accablantes. Le procureur m'a dit qu'il chercherait probablement à négocier un accord de plaidoyer, mais m'a averti qu'il pourrait essayer d'utiliser nos liens familiaux pour obtenir une peine plus clémente. J'ai aussi appris que ce n'est pas la première fois que ma mère agit ainsi.
L'enquête a révélé qu'elle avait tenté la même chose avec ma grand-mère il y a 5 ans, en essayant d'obtenir une procuration en prétendant que ma grand-mère présentait des signes de démence. Ma grand-mère s'y est opposée et a modifié son testament peu après, ce qui explique pourquoi elle m'a légué la maison au bord du lac avec une clause stricte stipulant qu'elle ne pourrait jamais être transférée à ma mère. Je vais bien. Les collègues du commissariat se relaient pour prendre de mes nouvelles, m'apporter à manger et s'assurer que je ne suis pas trop mal. Je m'isolais. La semaine dernière, nous sommes intervenus sur un incendie et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie moi-même. Lucide, concentrée, faisant ce que je devais faire. Je vous donnerai des nouvelles après le procès. 3e mise à jour. 4 mois plus tard. Ce sera ma dernière mise à jour, et j'ai enfin une conclusion à partager. Le procès est terminé. Ma mère a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation en échange d'une peine de 4 ans de prison. Le procureur a déclaré qu'elle avait accepté l'accord lorsqu'elle a réalisé que les conversations enregistrées seraient diffusées en audience publique. Elle ne pouvait pas supporter que tout le monde entende sa voix calculatrice planifier la destruction de son propre fils. Lors de l'audience de détermination de la peine, elle a tenté de se faire passer pour la victime, prétendant qu'elle ne se souciait que de ma santé mentale et que les choses avaient dégénéré. Le juge n'y a pas cru. Il a qualifié ces actes de trahison calculés de la confiance la plus fondamentale entre un parent et son enfant et a déclaré qu'elle avait instrumentalisé les problèmes de santé mentale d'un héros qui avait risqué sa vie pour les autres. Elle a également été interdite à vie d'exercer toute fonction au sein du système judiciaire. Sa carrière de 20 ans comme magistrate est ainsi brisée. L'affaire de la journaliste est close. Elle sera fichée comme criminelle à sa sortie. Mon frère a écopé de 2 ans de prison pour sa participation, mais il n'en purgera probablement qu'un seul pour bonne conduite. Il a perdu définitivement sa licence d'agent immobilier et doit payer 100 000 $ d'amende. Son ex-femme m'a appelé après le prononcé du jugement pour me présenter ses excuses et me dire que son désespoir financier après leur divorce n'excusait en rien ses actes. Le procès civil s'est soldé par un accord à l'amiable. Les biens de ma mère et de mon frère, y compris la maison de ma mère et les investissements immobiliers de mon frère, ont été liquidés pour payer les dommages et intérêts. Après déduction des frais d'avocat, j'ai reçu environ 600 000 $. Je ne voulais pas de cet argent, mais mon avocat a insisté pour que je l'accepte par principe et par souci de justice. Voici ce que j'en ai fait. J'ai utilisé 400 000 $ pour créer un fonds destiné aux secouristes de notre district souffrant de stress post-traumatique. Ce fonds finance des thérapies, des médicaments et des services de soutien non couverts par l'assurance. Nous avons déjà aidé 12 pompiers et 8 policiers. Les officiers reçoivent l'aide dont ils ont besoin sans craindre de répercussions sur leur carrière. Je l'ai nommé en hommage à ma grand-mère, qui savait que la force réside parfois dans le fait de demander de l'aide. Le reste de l'argent a servi à rénover la maison au bord du lac, non pas pour y construire un immeuble, mais pour en faire un centre de retraite pour les secouristes, un lieu où ils peuvent se ressourcer, se reconstruire et se rappeler pourquoi ils font ce métier. Le premier groupe arrive le mois prochain. Le service d'incendie m'a promu chef de bataillon le mois dernier. Le chef a déclaré: « Ma gestion de cette situation a démontré un jugement et une intégrité exceptionnelle sous pression. Vous avez transformé la pire expérience de votre vie en quelque chose qui aide les autres. » Il a ajouté: « Voilà ce qu'est le leadership. » Mon équipe a organisé une fête pour ma promotion à la maison au bord du lac. 40 pompiers, leurs familles, des enfants qui couraient partout, la fumée du barbecue mêlée au rire. Mon lieutenant a prononcé un discours qui m'a profondément ému. Il a dit: « Nous avons vu notre capitaine traverser des flammes, mais le voir traverser cet enfer personnel la tête haute, c'est ça le vrai courage, le plus beau moment de cette journée. » Un de nos jeunes pompiers m'a pris à part et m'a dit que me voir gérer ouvertement mon stress post-traumatique tout en restant un leader solide lui avait donné le courage de se faire aider pour son propre traumatisme. Il souffrait en silence après une intervention particulièrement difficile impliquant un enfant, craignant que cela ne mette fin à sa carrière. Il commence une thérapie la semaine prochaine. Ma mère a essayé de m'écrire une lettre de prison. Je la lui ai renvoyée sans l'ouvrir. Ma thérapeute soutient cette décision. « Tu ne lui dois pas de pardon », m'a-t-elle dit. « Tu ne lui dois rien. Ta guérison ne dépend pas de son pardon. » Mon frère sera bientôt libéré et a fait passer des messages à des membres de la famille pour dire qu'il voulait s'excuser et réparer ses torts. Je ne suis pas prêt à cela et je ne le serai peut-être jamais. La confiance, une fois brisée comme ça, ne se répare pas d'elle-même avec des excuses. J'ai continué ma thérapie,
en séance individuelle et au sein d'un groupe de soutien pour secouristes. Mon stress post-traumatique est toujours là. Il le sera toujours. Mais j'ai appris que cela ne me rend ni faible ni incompétent. Cela me rend humain. Cela signifie que j'ai vu des choses qui m'ont marqué à jamais. Et pourtant, je suis toujours là. Toujours au service des autres. Toujours en train de sauver des vies. La maison du lac est plus forte que jamais. Un symbole non pas de ce qu'ils ont essayé de me prendre, mais de ce qu'ils n'ont pas réussi à me voler. Mon intégrité, ma carrière, ma santé mentale et ma capacité à transformer un traumatisme en force. À tous ceux qui lisent ces lignes et qui subissent une trahison familiale ou dont la santé mentale est instrumentalisée, documentez tout. Faites confiance à votre intuition. N'ayez pas honte de demander de l'aide ou de vous défendre. Vos épreuves ne vous rendent pas faible, elles vous rendent humain. Et parfois, la famille que l'on choisit, comme mon équipe de pompiers, est plus réelle que celle dans laquelle on est. La semaine dernière, je suis intervenue sur un incendie de maison où nous avons sauvé une famille entière. La mère pleurait, nous remerciant sans cesse. En retournant au camion, couvert de suie et de sueur, j'ai compris quelque chose. Voilà qui je suis. Pas une victime de trahison. Pas quelqu'un défini par un syndrome de stress post-traumatique. Pas quelqu'un qu'il faut gérer ou contrôler. Je suis pompier, chef, survivant, et je suis exactement à ma place. Dernière réflexion. En repensant à tout ce qui s'est passé, j'ai parfois encore du mal à y croire. La femme qui m'a donné la vie, qui m'a appris à lasser mes chaussures et à faire du vélo, a tenté de détruire tout ce que j'avais construit. Elle a perçu mes problèmes de santé mentale non pas comme un soutien, mais comme une arme contre moi. Mais voici ce qu'elle n'a pas compris du syndrome de stress post-traumatique lié au travail dans les services d'urgence. Nous avons déjà affronté nos pires craintes. Nous avons déjà vu l'enfer. Nous avons déjà appris à fonctionner même quand tout s'écroule. Sa trahison a été dévastatrice, mais ce n'était pas un immeuble en flammes avec des enfants piégés à l'intérieur. Ce n'était pas voir un collègue tomber à travers un plancher. C'était douloureux, certes, mais on pouvait y survivre. Le programme de soutien que nous avons mis en place a déjà dépassé toutes les attentes. 3 autres districts nous ont contactés pour créer des programmes similaires. L'Association des pompiers de l'État envisage d'en faire un modèle pour une initiative à l'échelle de l'État. Ma mère a tenté d'exploiter mon syndrome de stress post-traumatique pour me détruire, et au contraire, il est devenu une source d'espoir pour d'autres secouristes qui souffrent en silence. Le refuge au bord du lac affiche complet pour les 6 prochains mois. Des secouristes de tout l'État viennent y trouver la paix, surmonter leur traumatisme et se rappeler que demander de l'aide est un signe de force, non de faiblesse. Nous avons sauvé 3 mariages. 5 pompiers ont repris du service après un burn-out, et d'innombrables autres personnes trouvent le courage de demander de l'aide. Parfois, au coucher du soleil, je me tiens sur le quai, contemplant l'eau, et je pense à ma grand-mère. Elle avait vu venir le coup. Elle savait de quoi ma mère était capable. C'est pourquoi elle m'a protégée du mieux qu'elle pouvait, en s'assurant que je possède quelque chose que ma mère ne pourrait pas me prendre facilement. Mais plus que la propriété, elle m'a transmis la certitude que quelqu'un reconnaissait ma valeur, là où ma propre mère ne voyait qu'une opportunité. Ma mère sera admissible à la libération conditionnelle dans 2 ans. J'ai déjà informé la commission des libérations conditionnelles que j'assisterai à toutes les audiences pour m'opposer à sa libération anticipée. Non par vengeance, mais parce que les actes ont des conséquences, et elle doit purger sa peine en entier pour comprendre la gravité de ses actes. La carrière de mon frère dans l'immobilier est terminée. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il travaillait dans le bâtiment. C'est ironique. Il voulait reconstruire sur les cendres de ma maison au bord du lac. Et maintenant, il construit de ses propres mains, gagnant honnêtement sa vie pour la première fois peut-être. Être pompier est devenu bien plus qu'un simple travail, ou même une vocation. C'est ma famille. Ces hommes et ces femmes m'ont soutenu quand mes propres proches ont essayé de me détruire. Ils ont protégé ma maison quand je ne le pouvais pas. Ils ont témoigné de mes compétences quand elles ont été mises en doute. Ce sont les frères et sœurs que j'ai choisis, et ils m'ont choisi en retour. J'ai encore des jours difficiles. Le syndrome de stress post-traumatique ne disparaît pas comme par magie. Parfois, je me réveille en sueur. Parfois, certains éléments déclencheurs font ressurgir les pires interventions. Mais j'ai maintenant des outils, des réseaux de soutien, et surtout, j'ai la preuve que je peux affronter la pire trahison imaginable et en ressortir plus fort. À tous les secouristes qui lisent ces lignes,
Votre santé mentale est primordiale. Vos difficultés ne diminuent en rien votre force ni votre capacité à exercer votre métier. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de responsabilité. Vous méritez du soutien, pas du jugement. Vous méritez de guérir, pas d'être exploité. À tous ceux qui subissent une trahison familiale, vous ne devez rien aux personnes toxiques, même si vous partagez les mêmes liens du sang. La famille, ce n'est pas qu'une question de sang. C'est être là pour vous, vous soutenir, voir vos difficultés et vous tendre la main au lieu de vous enfoncer. Et à ma mère, si jamais tu lis ces lignes, je t'ai survécu. J'ai survécu à ta trahison, à ta cruauté, à ta tentative d'instrumentaliser mon traumatisme. Mais plus encore, j'ai prospéré malgré toi. Chaque vie sauvée lors du centre de retraite, chaque secouriste aidé par le programme, chaque intervention à laquelle je réponds en tant que chef de bataillon, tout cela témoigne de ton échec. Tu as essayé de détruire ma vie, mais tu as oublié que je suis pompier. Je sais comment empêcher les incendies de se propager. Je sais protéger ce qui compte, et je sais reconstruire de mes cendres. La maison au bord du lac est toujours là. Ma carrière est plus florissante que jamais. Et le fils que vous avez tenté de détruire est devenu quelqu'un qui aide les autres à guérir de leur traumatisme au lieu de les exploiter. Voilà ma justice. Voilà ma vengeance. Voilà ma victoire. Courage à tous. Et souvenez-vous, parfois, la meilleure vengeance est tout simplement de refuser de les laisser gagner.